Bonsoir, merci de nous rejoindre sur TV Fil 78 pour une nouvelle édition du journal de la rédaction. Voici les titres de ce lundi 6 juillet. Le référendum grec secoue l'Europe et dans les Yvelines. À la Verrière, un rassemblement a eu lieu à l'appel d'élus de gauche. Quelques heures avant la victoire du non, les organisateurs souhaitaient s'unir, disent-ils, contre le refus des banquiers d'entendre la souffrance des peuples. Alors que le premier week-end de départ en vacances vient de se terminer, l'association 40 millions d'automobilistes lance une opération pour tester nos connaissances du code de la route. Nous parlerons également des nouvelles interdictions au volant avec le directeur départemental de la prévention routière. Et puis à Manille-les-Hameaux, 6e édition de l'opération RTT, Remets tes tongs, du 6 au 13 juillet dans le quartier du Buisson. Des animations sportives et culturelles également. Les échos du mouvement grec se font entendre jusque dans les Yvelines samedi matin à l'appel de plusieurs responsables politiques de gauche, notamment de la mairie, PCF, de la Verrière. Des habitants se sont rassemblés avec pour slogan la volonté de dénoncer la politique impérialiste de l'Union européenne. Mélanie Poquet était sur place. On a pensé que c'était un moment suffisamment important pour les Grecs, mais pas seulement pour les Grecs, important pour l'Europe, important pour notre pays et suffisamment important pour qu'on ait envie de marquer notre soutien, notre solidarité. Samedi matin, plaine du Scarabée à la Verrière. À 24 heures du référendum, les citoyens et élus verriérois ont voulu marquer le coup et se sont rassemblés pour échanger sur la situation grecque. Ce qu'on demande, c'est que d'abord la vie des peuples soit respectée. Les Grecs ont élu un gouvernement sur la base d'un programme très majoritaire. Dans ce programme, il y avait le refus de l'austérité. Il y avait des propositions concrètes. Tout le monde dit les Grecs veulent uniquement, le gouvernement grec veut uniquement l'effacement de la dette. C'est pas du tout ça. Le gouvernement grec veut une réadaptation de cette dette, la reconnaissance d'une partie légitime de la dette, et puis évidemment des mesures qui permettent à la Grèce de retrouver un nouveau départ. Une pétition et une lettre ont été adressées au président de la République. Nestor Nestoridis, étudiant en économie, membre de Syriza Paris et témoin direct de la crise que traverse son pays, était présent pour expliquer la situation grecque. Le niveau de vie a fortement baissé à cause des politiques d'austérité imposées par l'Union européenne et par le FMI, par la Troïka. Par exemple, les salaires ont fortement baissé, plus de 30%. On a eu une hausse des impôts énorme et en plus, le taux de chômage a fortement augmenté à 30% et à 60% pour la jeunesse. Une cinquantaine de Verriérois avaient fait le déplacement ce samedi. Le référendum grec a vu le non l'emporter hier soir avec plus de 61% des voix. L'association 40 millions d'automobilistes lance aujourd'hui l'opération 100 questions pour la route afin de tester nos connaissances, les connaissances des conducteurs français. Bonsoir Jean-Yves Petit. Bonsoir. Vous êtes le directeur départemental de l'association de prévention routière, l'APR. Peut-être un mot sur ce dispositif qui vient d'être lancé. Il y a des vraies lacunes aujourd'hui autour des connaissances du code de la route ? Je pense que les gens qui ont passé le code de la route depuis un certain temps ont oublié certains points, c'est évident, oui. Maintenant, les mesures principales, les règles principales du code de la route sont connues, heureusement, mais il y en a quand même pas mal qui sont un peu oubliées. Et ce qui est pointé du doigt, c'est l'absence de formation continue. Justement, vous l'avez dit, on passe son permis et puis ensuite, on n'a plus besoin de se soucier du code de la route, finalement, qu'on le connaisse ou qu'on ne le connaisse pas. Est-ce que vous êtes favorable avec votre association à la mise en place de temps en temps d'un petit contrôle continu, une petite piqûre de rappel autour du code de la route ? Tous les 5 ans, par exemple. Tout va tourner, oui, ça serait bien, évidemment, mais tout va tourner autour du financement de cette mesure, comme d'habitude. Qui va payer Donc ça va résoudre la question assez rapidement, j'en ai peur. Mais si on met de côté la question de l'argent, c'est la question du principe. Oui, ça serait certainement une bonne chose, oui. Ça peut se faire de façon volontaire. D'ailleurs, dans notre site internet de la prévention routière, nous avons des tests du code de la route. Ce sont des choses qui existent par internet. L'initiative de 40 millions d'automobilistes est une bonne initiative. Oui, il y a certainement beaucoup de choses à faire. Mais si on veut instituer ça avec les auto-écoles, les professionnels, il va falloir déterminer qui paie. On voit les images de ce site internet si vous voulez faire le test. Il y a une centaine de questions. Dans la première version, il n'y a qu'une dizaine de questions. Vous pouvez toujours faire ce test avec des résultats pas forcément toujours très encourageants. Je ne vous donnerai pas ma note à l'issue de ce test de connaissances. En tout cas, nous sommes allés dans la rue cet après-midi avec quelques panneaux de signalisation. Vous posez cette question. Les connaissez-vous tout simplement? Voici quelques réponses de ce test grandeur nature. Ça veut dire que celle-là c'est interdit et celle-là c'est pas interdit. Alors le premier c'est point de vue. Et le deuxième c'est interdit au véhicule. Je ne sais pas.
J'en ai aucune idée, honnêtement, aucune idée. Ça, c'est quand il y a un point de vue sur la ville, et ça, c'est une interdiction. Interdiction, je dirais. Il est conseillé d'éclairer les phares, peut-être. C'est pas sens interdit. J'ai oublié. Franchement, j'ai oublié. Et ça, allumer le feu, je crois. Allumer les phares, je crois. De faire du bruit, non? Le klaxon, non? Non, je sais pas. Ça veut dire qu'il y a un point de vue. Et ça veut dire que c'est interdit à toute circulation, vélo, tout. Aucun véhicule peut circuler. Voilà pour les bonnes réponses. Ce sont les dernières. Le site question pour la route.com lancé par 40 millions d'automobilistes. Il y a ces panneaux et puis il y a aussi quelques questions. J'en ai forcément quelques-unes pour vous. Questions à choix multiples. La nuit, par temps clair, hors agglomération, sur route non éclairée, je peux circuler en feu de position, en feu de croisement ou feu de route, en feu de position et feu de brouillard avant ou tout feu éteint. Oh, j'ai déjà complètement oublié le début. La nuit, par temps clair, hors agglomération, sur route non éclairée. Quels sont les feux qu'il faut allumer? Les feux de croisement. Voilà, et à 90 km/h sur route mouillée, distance d'arrêt d'une voiture, 50 mètres, 90 mètres, 120 mètres, 150 mètres. Alors, j'espère que vous avez la bonne réponse parce que je ne l'ai pas. En plus, je l'ai rappelé tout à l'heure dans une entreprise. 90 km/h, route mouillée, ça fait... Vous m'avez dit quoi? 50, 90, 120 ou 150? 90? Je vous laisserai aller vérifier sur Internet. J'ai pas la bonne réponse. Je comptais sur vous. Je pensais que vous étiez infaillible. C'est pas toujours évident ce test et c'est toujours bien pour se rafraîchir un petit peu la mémoire. On va profiter de votre passage en plateau pour évoquer aussi votre initiative avec l'APR. Paré pour les vacances. Un guide avec des conseils, justement. Par exemple, quels sont les conseils dans ce guide Paré pour les vacances? Alors, donc, c'est avec plusieurs partenaires de la prévention routière, un guide qui va être distribué dans les centres de nos partenaires. Et en particulier le 10 juillet sur l'aire d'autoroute de Morinvilliers, là sur la 13. Ce sont des conseils de bon sens, en particulier au moment des départs en vacances. Je voudrais, si vous le permettez, en rappeler 5 pour ce qui me concerne, 2 qui concernent le véhicule. Premièrement, bien charger sa voiture, c'est-à-dire les objets volumineux, les grosses valises, les malles, dans le fond, sur l'avant, de façon à éviter qu'elle soit projetée sur l'avant en cas de freinage brusque. Ça, c'est pour le chargement de la voiture. Deuxièmement, les contrôles à effectuer sur le véhicule. La pression des pneus, l'huile, le liquide, le lave-vitre, etc. Qui, s'il est fait à peu près correctement sur la voiture qu'on utilise tous les jours, l'est peut-être moins sur la caravane, le camping-car ou la remorque qu'on ne sort qu'une fois par an. Donc, bien contrôler l'état de ces véhicules. Ça, c'est pour les véhicules. Et maintenant, sur la conduite elle-même, je voudrais rappeler que sur autoroute, selon le code de la route, on roule le plus à droite possible. On ne reste pas collé sur la voie du milieu, surtout si on roule moins vite que le flot des autres voitures, ce qui n'est pas interdit, évidemment, mais on roule le plus à droite possible. Et enfin, je voudrais rappeler un conseil enfin, c'est pas un conseil, c'est la règle, sur les distances de sécurité qu'il faut respecter entre deux véhicules. Et comme à l'occasion de ces grands départs en vacances, il est impossible de respecter les distances de sécurité, puisqu'il y a trop de voitures, tout simplement, matériellement on ne peut pas respecter, alors levons le pied et soyons d'autant plus vigilants qu'on sait bien qu'on ne peut pas respecter les distances de sécurité et qu'il faut freiner et que ça prend la distance pour freiner, même si je me suis trompé tout à l'heure. En tout cas, il y a une certaine distance, il faut mieux garder un espace de sécurité obligatoire, vous l'avez rappelé, c'est même pas juste un conseil, c'est obligatoire. Plus de la moitié des automobilistes, 59%, selon les différents sondages, qui ne procèdent pas au contrôle essentiel sur leur voiture. Vous avez rappelé quelques règles, mais c'est important de contrôler son véhicule lorsqu'on s'apprête à faire des grands chemins, des grandes routes. Bah oui, ça peut éviter des désagréments, pas forcément l'accident, mais des désagréments, ne serait-ce que si on a plus l'eau dans le lave-vitre, bon, c'est désagréable. Et puis ça peut éviter des accidents aussi, si un pneu éclate parce qu'il n'est pas bien gonflé ou qu'il est usagé sur sa remorque et qu'on n'a pas contrôlé, ça peut avoir des conséquences graves, oui, c'est important. Il y a des rappels réguliers qui sont faits par les différentes associations, notamment la prévention routière. Est-ce que ces dernières années, ça a une incidence sur les comportements des automobilistes? Est-ce qu'il y a moins d'accidents ces dernières années? Quels sont un peu les chiffres, les tendances? Les tendances, malheureusement, la tendance n'est pas très bonne. Depuis l'année dernière, depuis 2014, nous avons une recrudescence du nombre de tués sur les routes en France. Pas forcément du nombre de blessés, mais du nombre de tués. Et pour les 6 premiers mois de l'année 2015,
la tendance malheureusement n'est pas très bonne non plus, puisqu'on a une légère augmentation du nombre de tués sur les routes par rapport à 2014, y compris dans notre département aussi d'ailleurs. Donc, de toute façon, la période d'été est malheureusement, j'allais dire propice, c'est peut-être pas le terme, mais voit malheureusement beaucoup d'accidents, puisqu'il y a beaucoup plus de monde sur les routes, tous usagers confondus, les piétons, les vélos, tout le monde. Donc il y a plus de risques d'avoir des accidents. D'ailleurs, les vélos, vous donnez aussi des conseils pratiques pour les vélos sur votre site internet. La prévention routière intervient aussi là-dessus, parce qu'il fait beau, on sort le vélo, on part en vacances avec son vélo. Et là aussi, nous, la prévention routière s'adresse à tous les usagers de la voie publique, du piéton jusqu'au conducteur de poids lourds. Même si on s'adresse un peu moins aux conducteurs professionnels, mais piétons, cyclistes, motos, beaucoup motos, automobilistes. Quelques conseils pour les vélos? Pour les vélos, oui. Alors le conseil que je rappelle, c'est porter un casque. C'est pas obligatoire de porter un casque. C'est pas obligatoire, sauf, en France c'est pas obligatoire. En Espagne ça l'est déjà. C'est obligatoire chez nous dans une circonstance qui a lieu en ce moment, les courses cyclistes. Il y a 10 ans, au Tour de France, ils n'avaient pas de casque. Aujourd'hui, ils en ont tous obligatoirement. Ça nous arrivera probablement un jour pour tout le monde. Un mot sur les différentes interdictions au volant. Il y a des nouvelles interdictions depuis le 1er juillet. La première des interdictions, c'est de ne plus du tout manipuler de téléphone portable lorsqu'on conduit. Pas de kit main libre, sauf le Bluetooth dans les voitures. Interdit de manger un sandwich aussi, par exemple. Se maquiller, même à l'arrêt dans les bouchons. Il y a des choses qui vont de soi. Il y en a d'autres qui semblent évidemment très logiques. Fouiller dans la boîte à gants, écouter de la musique trop fort aussi. Aujourd'hui, il faut tout interdire et légiférer surtout. Alors, c'est pas une mesure nouvelle, c'est une mesure du Code de la route qui doit dater, elle est aussi vieille que le Code de la route et qui s'appelle maîtrise du véhicule. On doit rester maître de son véhicule. Si on est en train de manger un gros sandwich à deux mains et puis qu'on conduit avec les genoux, on n'est pas en état de maîtriser son véhicule. Ce que je préférais rappeler, c'est les nouvelles mesures qui ont été prises au 1er juillet, que je ne voudrais pas dire des interdictions, mais des nouvelles règles. Vous allez peut-être en parler, mais il y a par exemple, pour rester dans ce que vous dites, l'interdiction, pour ce qui concerne les téléphones, des oreillettes susceptibles d'émettre du son. C'est-à-dire, en gros, les kits piétons des téléphones portables, mais aussi la musique. La musique avec une oreillette, c'est désormais interdit. 3 points, 135 €. Et le Bluetooth alors, pour le téléphone, qui sont déjà intégrés aux voitures, il faudrait l'interdire aussi? C'est l'étape d'après? Oui, ça sera l'étape d'après, peut-être, qui est déjà en vigueur en Espagne aussi. L'Espagne est très en avance dans ce domaine-là. Il faut bien comprendre que ce qui perturbe le conducteur, c'est la conversation téléphonique et la concentration qu'il met à la conversation téléphonique. C'est pas le mode de téléphone. Donc il ne faudrait plus parler à la personne qui est installée à côté de nous dans la voiture non plus. Mais ça peut arriver, oui, effectivement. Si vous êtes en train de vous enguirlander sur la politique avec votre voisin, ça peut vous perturber. Tout dépend de la conviction qu'on met à la conversation avec son voisin. Il faut mettre de la conviction, en tout cas, dans sa façon de conduire la voiture. Absolument. Rester maître du véhicule. Merci d'être venu une nouvelle fois sur ce plateau pour la prévention routière, faire un petit point sur les différentes mesures et rappeler la vigilance alors que le premier week-end de départ en vacances vient de se tenir. Merci si vous me permettez, vous avez oublié dans la mesure, pour les jeunes, le taux d'alcool dans le sang qui était a baissé à 0,2 grammes par litre. Autant dire rien du tout. Autrement dit, rien du tout quasiment. Autant ne pas boire du tout, ce sera encore mieux. Voilà. Merci beaucoup. Puisque nous parlions des routes également, cette information, sachez que des travaux sont en cours sur l'autoroute A13. La société SAPN débute aujourd'hui la rénovation de 13 km de chaussée entre Épône et Poissy jusqu'au 14 août. Des perturbations de trafic sont donc à prévoir. On passe au sport et à l'événement, l'Open de France, 99e édition de cette compétition de golf qui a livré son verdict dimanche à Guyancourt. L'Autrichien Wiesberg, 39e joueur mondial, a créé la surprise en s'imposant pour la première fois. Le Français Victor Dubuisson a lui terminé à la 12e place et c'est une déception. Il a longtemps dominé les débats. Michael Elmidoro et Mélanie Poquet. À l'image de la météo caniculaire plus orageuse, cette 99e édition de l'Open de France de golf a été totalement imprévisible. Avant le tournoi, les spécialistes de la petite balle blanche pariaient sur le double tenant du titre Graham McDowell ou encore l'anglais Lee Westwood. Mais c'est finalement l'Autrichien Bernd Wiesberger, 39e mondial, qui a raflé la mise. Le Viennois de 29 ans a conclu son Open avec une carte de 65, soit 13 coups sous le par. Une journée parfaite ponctuée par 4 birdies à la suite entre le trou numéro 4 et le trou numéro 7. Je pense que je suis très chanceux d'avoir remporté ce tournoi. J'ai bien joué sur ce beau terrain avec un swing très bon. J'avais confiance en moi et c'est très important quand on veut remporter des titres sur le circuit.
C'est un magnifique vainqueur. Il a très bien joué. Aujourd'hui, il a fait un tour à -6. Les spécialistes apprécieront dans des conditions bonnes puisqu'il faisait beau, mais néanmoins chaudes avec du vent. Il a su maîtriser l'ensemble des éléments sur un parcours de grande qualité. Le premier Français, Michael Lorenzo Vara, a terminé à une belle 6e place avec une carte de 68 devant Victor Dubuisson. La nouvelle star du golf français, 4e à l'entame de la dernière journée, s'est totalement effondré ce dimanche. Il a réalisé une carte de 75 avec une balle dans l'eau dès le trou numéro 1 et une balle hors limite au trou numéro 7. Une journée à oublier pour le Provençal. C'était une partie horrible, sans aucune réussite malheureusement. J'ai fait un drive moyen qui s'y a fini. Mort au trou numéro 7, ce qui m'a coûté un triple bogey. Et voilà, c'est un peu le résumé de ma partie. Ouais. Il y a eu des choses positives, c'est sûr, mais bon, mon objectif n'est pas à cette place-là. C'est un champion, hein. Il prend le départ, c'est pas pour être deuxième, c'est pour être premier. Et je crois qu'il faut lui rendre hommage parce qu'il a su animer toutes ces partie hier, aujourd'hui, et on sentait dès ce matin une volonté d'aboutir sur la plus haute marche du podium. Mais je suis tranquille, ce n'est que partie remise. Victor Dubuisson devrait revenir l'année prochaine sur le parcours du golf national. Il tentera de s'imposer pour la 100e édition de l'Open de France de golf. Open de golf toujours et on dépasse le cadre sportif. À 3 ans de la Ryder Cup, l'événement prend aussi une autre tournure. Pendant 3 jours, un ministre, un secrétaire d'État au sport sont venus visiter le site. Les écoliers aussi, mis à contribution avec un carnet de golf qui leur a été distribué. Une opération pédagogique unique en France. Catherine Zulato. Un ministre et un secrétaire d'État en visite pendant ces 4 jours sur l'Open de France. Rien que cela, et ce n'est pas un hasard. Le golf national de Guyancourt va accueillir la Ryder Cup en 2018. Un groupe de suivi est constitué au niveau ministériel. C'est important pour le gouvernement que les choses se passent bien et que véritablement la France qui a une attractivité, la France qui a un savoir-faire en matière d'organisation de manifestations sportives internationales, démontre à travers le golf et à travers l'Open et à travers la Ryder Cup que nous sommes un pays qui est à la hauteur des événements qu'on lui confie. De bon augure avant la réintroduction du golf aux Jeux Olympiques et Paralympiques à Rio, de bon augure pour la candidature de Paris dans l'organisation des Jeux de 2024. Le golf comme source de développement d'un territoire et le golf également comme outil pédagogique. Des professeurs des écoles et des conseillers ont travaillé pour mettre en place une mallette autour du golf à destination des élèves de CM1 et CM2. C'est un document qui a pour vertu de permettre le lien entre une pratique qui est souvent trop réservée à certains enfants, à certains élèves, mais que nous-mêmes et nos partenaires de la Fédération française de golf ont vocation et volonté d'élargir à d'autres publics, tirer parti de cette pratique parce qu'on a, notamment dans la définition du vocabulaire du golf, l'occasion de pratiquer l'anglais. On a l'occasion aussi, quand on feuillette ce document, de travailler sur l'acquisition de données mathématiques, voire même aussi, quand on fait un travail sur l'histoire du golf, l'occasion avec nos élèves de travailler des données historiques, voire géographiques. Ces kits de formation seront distribués dans toutes les écoles des Yvelines et une formation sera assurée pour les enseignants. Une première en France. Actuellement, 70 classes dans le département bénéficient d'un soutien aux activités golf et 2000 élèves ont déjà pu pratiquer cette activité. Je reçois à présent le second invité de ce journal, Tristan Jacques. Bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue. Vous êtes élu à la vie associative, maire adjoint à Magny-les-Hameaux. Aujourd'hui vient de reprendre dans votre commune l'opération RTT, Remets tes tongs, jusqu'au 13 juillet dans le quartier du Buisson. Il y a des animations qui sont organisées. Quel est l'objectif dans les grandes lignes de ce rendez-vous? Alors dans les grandes lignes, c'est un événement assez fédérateur sur Magny-les-Hameaux puisque c'est un événement qui est coélaboré avec les habitants, l'ensemble du tissu associatif magnicois et nos services municipaux. L'idée principale, c'est de se sentir en vacances avant le début des vacances pour ceux qui ont la chance de partir. Et on en parlera peut-être par la suite, nous avons d'autres événements et d'autres séjours qui permettent à partir en vacances pour ceux qui n'ont pas effectivement la chance de partir. Tout à fait. C'est un moment fédérateur, vous l'avez dit, 6e édition. Il y a une implication véritablement des associations locales, ça se prépare en amont. Hein, bien sûr, on travaille avec eux depuis janvier sur notamment la thématique. Cette année, c'est la thématique de la lumière, année des Lumières, ça a été défini par l'UNESCO.
Pour faire simple, on a près 100 personnes qui vont être mobilisées sur cet événement. Nous avons 50 personnes de nos services municipaux et 50 personnes bénévoles. De plus, sur ces 50 employés, nous avons fait le choix d'employer 5 emplois d'été, ce qui permet aussi aux jeunes qui peuvent travailler et qui veulent s'intégrer dans le monde professionnel d'avoir une première expérience. Et nous employons aussi 5 jeunes dans le cadre de contrats de prévention, notamment avec la prévention spécialisée qui est organisée par l'association Passerelle sur notre commune. Donc il y a une dimension sociale aussi d'impliquer les jeunes dans leur retrouver du travail. On est situé dans le quartier du Buisson, j'imagine que c'est pas anodin. Bien sûr, c'est pas anodin. Après, l'événement est ouvert à tout le monde, aux Magnécois et aux non-Magnécois, et au quartier les personnes qui habitent au quartier du Buisson et ceux qui n'y habitent pas. Effectivement, il y a une dimension sociale. Les bailleurs sociaux participent financièrement, et on les remercie, à cet événement. Programmation très riche, on ne va pas faire tout le détail, mais quels sont les types d'événements qu'on peut voir? On a vu quelques images. 3 grands axes, effectivement. Nous avons un pôle pour les enfants, les bébés, dès l'âge de 6 mois, avec de l'éveil musical, artistique, de la peinture. Nous avons un deuxième pôle qui est plutôt sur des sensations fortes, donc avec un bâtiment, une structure gonflable qui est assez surprenante, Crazy in Ball, qui permet de faire un sport qui est à la fois un mixte entre du handball et du basketball sur une structure gonflable. Donc il y aura des éléments aussi en soirée de compétition sur cette structure. Une structure gonflable notamment aussi impressionnante, c'est un saut sur un airbag géant. Sur une structure où sauter dessus, c'est assez les ados qui recherchent des sensations. C'est ça, voilà. Donc là, c'est ouvert à eux. Et nous avons aussi toute une partie sur le travail sur la lumière, donc avec des théâtres d'ombre et d'autres ateliers artistiques où on va travailler sur la lumière. Et en partenariat aussi avec la maison de l'environnement de Saint-Quentin-en-Yvelines, qui, on l'espère, sera encore ouvert l'année prochaine. Petit message au passage. Petit message au passage. Petit message politique. Forte fréquentation aussi, en général. On est à peu près à 200 personnes par journée, donc c'est une bonne jauge. Après, il y a des ateliers qui s'y prêtent un peu moins, qu'on est sur des ateliers artistiques notamment, où on va avoir des jauges un peu plus restreintes, notamment sur le tir à l'arc aussi, où on ne peut pas être 50 à faire du tir à l'arc en même temps. Ça, c'est pour l'opération RTT. Vous l'avez dit, c'est une façon de se préparer un petit peu aux vacances, et puis c'est une chance pour ceux qui ne peuvent pas partir en vacances. D'ailleurs, il y a un feu d'artifice aussi, le 13 pour la fête nationale. Alors, RTT se termine avec une journée spéciale samedi où il y a beaucoup plus d'événements que pendant toute la semaine. Le dimanche, nous avons un concours de tir à l'arc, concours de pétanque, excusez-moi, qui est organisé par notre association de pétanque. Et effectivement, on reprend le lundi avec la fête de l'été, enfin la fête nationale, excusez-moi. Et donc du coup, le feu d'artifice avec un bal et des préparations culinaires qui seront préparées avec les amis de l'Estaminet et le réseau d'échange. Donc des animations jusqu'au 13 et après le 13, est-ce qu'il y a un accompagnement qui est proposé? Quelle est la politique de la ville en matière d'accompagnement pour ces gens qui ne partent pas en vacances par exemple? Donc pendant tout l'été, le service enfance avec le centre de loisirs propose des sorties. Le service jeunesse propose 2 séjours pour les ados de 6 à 12 ans. 2 séjours, donc un premier séjour qui va être à Sologne, qui va être sur des activités plutôt plus sportive. Un deuxième qui va être en juillet sur une thématique autour du Futuroscope, donc avec des visites du Futuroscope, des soirées au Futuroscope et de la découverte plutôt là sur la faune et la flore locale et avec un peu de sport aussi. Vous avez constaté une forte demande, année après année, justement, les gens qui ne partent plus maintenant? Pas spécialement. On est sur des constantes. Après, le CCAS aide aussi les familles qui souhaitent avoir des aides pour partir en vacances. Donc, on aide à chaque fois tout ce qu'on peut. Après, on n'a pas ressenti de forte demande. Et tout ça fonctionne grâce aussi à l'implication des associations, des bénévoles. Il y a une forte vie associative, ce sera ma dernière question. La vie associative se porte bien, Mani? Elle se porte magnifiquement bien. On essaie de travailler avec eux sur justement un renouvellement des bénévoles, puisque les associations des fois s'essoufflent, notamment au niveau des bureaux. Et on essaie de travailler avec eux sur cette problématique. Mais on a la chance, honnêtement, sur Magny-les-Hameaux, d'avoir un fort tissu de bénévoles qui s'impliquent fortement dans la vie de notre commune, sur l'ensemble des événements qu'on organise. Et vraiment, on peut que les remercier. Et notamment sur RTT, Remé Tétong, merci Tristan Jacques. Et lui donc sur ces différentes questions pour Magny-les-Hameaux. Et c'est ouvert également aux non-manicois et manicoises, si vous voulez y participer. Une dernière information pour terminer ce journal. Le Secours populaire français dans les Yvelines organise une nouvelle fois des séjours de vacances et des séjours loisirs pour les plus jeunes. L'an dernier, 95 enfants, 71 adultes en ont bénéficié, soit 1922 journées de vacances. Des actions ponctuelles sorties en parc de loisirs, découvertes également du stade de BMX par exemple de Saint-Quentin-en-Yvelines sont aussi programmées. Et il faut des dons pour faire fonctionner tout ça. Vous pouvez les adresser à secoursPopulaire.fr/78. Le journal revient demain mardi aux horaires habituels. Replay des précédentes éditions, de nos reportages également à découvrir dès à présent sur notre site internet et tout de suite sur TV Fil, la dernière de la saison de Mickaël Elmidoro, le 7-8 Sport. À demain, bonne soirée.